de quelle fonction. Voilà. Donc, comme je viens de le dire, il s'agit de la fonction impulsion, ou bien échelon de Dirac, qui est définie comme suit. Elle vaut 1. Bon, ici, quand je dis 1, c'est parce qu'on est dans un contexte physique et donc une fonction ne peut avoir une valeur infinie. Mais mathématiquement, la vraie définition, c'est que l'impulsion de Dirac vaut l'infini quand t égale à 0 et elle vaut 0 ailleurs. D'accord? Mais nous, l'intérêt, c'est de multiplier les valeurs du signal par un train d'impulsion. Chaque impulsion a une amplitude de 1. Comme ça, on retrouve la valeur échantillonnée qui correspond à la valeur de notre signal à l'instant t. Donc, il faut multiplier par un élément unitaire. Bien. Donc, comme propriété, on peut faire une translation de l'impulsion de Dirac avec une translation, par exemple, à T0. Et donc, l'écriture, c'est delta de T moins T0 égale à 1 si T égale à T0. Voilà. Donc, à l'instant T égale à T0, ma fonction vaut 1. Ailleurs, si T est différent de T0, ma fonction vaut 0. Pardon. Voilà. Et donc, on voit évidemment que si je veux constituer une série d'impulsions, ce qu'on appelle le péndulement de Dirac, il suffit de faire une superposition qui se traduit par une sommation de toutes les impulsions prises à l'instant t moins k fois te. Voilà. Alors maintenant, on va parler d'une notion très très importante dans le traitement du signal qui s'appelle le produit de convolution. Donc, je vais prendre mon signal S de t tel qu'il est illustré dans cette figure et je vais prendre à un instant t0 l'image du point t0, c'est S de t0. Bien. Alors, il serait astucieux d'essayer d'écrire cette valeur S de t0 en fonction de l'impulsion de Dirac et de la fonction principale S de t. Donc ici, vous voyez surgir une expression, d'accord? S de t0 égale l'intégrale de 0 à plus l'infini, ou bien plus généralement moins l'infini jusqu'à l'infini, parce que le temps ne peut être négatif, d'accord? Donc je laisse cette écriture comme ça. L'intégrale de 0 à l'infini de S de t multipliée par l'impulsion de Dirac prise au point t0 dt. Donc, si vous vérifiez cette expression, bon, avant de passer à l'intégrale, si vous prenez votre signal S de t et vous le multipliez à l'instant delta de t moins t0, c'est-à-dire à l'impulsion de Dirac t moins t0. Alors, il faut ici ne pas confondre entre signal, d'accord, ou bien fonction mathématique, et l'allure que vous voyez. D'accord? L'allure que vous voyez, le signal, quand vous dessinez le signal, c'est en fait une superposition de tous les instants. Parce que quand on analyse un signal, il faut voir l'évolution de toutes les valeurs. D'accord? Donc, valeur, par exemple, à 1 seconde, à 2 secondes, 3 secondes, etc. Donc, il faut voir toute cette évolution durant tout le temps où existe ce signal. D'accord? Donc, par exemple, admettons que ma fonction de Dirac existe à l'instant t0 où t0 égale 2 secondes. Si j'écris sans intégrale S de t multiplié par l'impulsion de Dirac, sachant que t égale 3 secondes. Si je fais le produit, c'est 0. Parce que la fonction de Dirac n'est pas définie à l'instant 3 secondes. Bon. Et donc, pour avoir une écriture où je vais faire un balayage complet, d'accord, de mon signal afin qu'il puisse avoir une intersection avec l'instant t0, eh bien, il faut que je fasse une superposition de toutes les valeurs. Par exemple, il faut que je calcule S de t à 1 seconde multiplié par Dirac à 2 secondes égale à 0. S de t à 2 secondes multiplié avec l'impulsion de Dirac à 2 secondes, là j'aurai S à l'instant 2 secondes, c'est bon. Ensuite, je multiplie S à 3 secondes avec l'impulsion de Dirac à 2 secondes, S à 4 secondes multiplié par l'impulsion de Dirac à 2 secondes, et ainsi de suite. Donc ici,
je vais prendre tous les éléments de mon signal, d'accord? Et je vais faire une sommation, c'est-à-dire tous les éléments vont être superposés et la coïncidence aura lieu quand la valeur de S de t à t égale à 0, t égale à t0, pardon, coïncidera avec l'impulsion de Dirac à t0. Donc là, je peux avoir une écriture généralisée. La valeur de S à l'instant t0 égale tout le signal, c'est-à-dire de 0 jusqu'à l'infini, multiplié par l'impulsion de Dirac à l'instant t égale à t0. Voilà. Donc là, je peux faire un petit changement si je veux. Donc, j'ai la première écriture, ou bien si je veux une écriture de S à l'instant t, d'accord? Il suffit là de faire un petit changement de variable. Donc, on va remplacer t par t0. Donc là, vous auriez, donc là, dans l'expression qui vient à la fin, S de t égale, c'est S de t0. Donc là, vous voyez que nous avons interchangé les deux instants t et t0. Mais faites attention, parce que l'instant de l'impulsion de Dirac, normalement, on devrait avoir delta de t0 moins t. C'est bon? dt0. Mais là, il suffit de voir que si vous factorisez avec un signe moins, vous aurez moins, facteur de t moins t0. Et on utilise la propriété de la parité de la fonction de Dirac. Parce que la fonction de Dirac est une fonction paire. Il suffit de voir son allure dans la diapo qui vient avant. Voilà. Donc là, vous allez me dire, monsieur, c'est quoi l'intérêt de cette écriture? Ça vient juste après de ce qu'on appelle. Donc ici, nous avons, si vous voulez, réaliser une écriture mathématique pour utiliser cette propriété afin de définir ce qu'on appelle le produit de convolution, qui est très important. Voilà. Voilà, plus généralement. Bien, donc on va s'éloigner un peu des écritures mathématiques et on va voir l'intérêt de l'impulsion de Dirac et de cette écriture comme conséquence d'un produit, ce qu'on appelle le produit de convolution. Et c'est quoi le principe de ce produit de convolution? Bien. Supposons maintenant que je prenne un système qui a une entrée et une sortie. Donc ce système reçoit à son entrée une fonction dépendante du temps et à la sortie, il produit une fonction qui dépend du temps, sachant que ce système possède ce qu'on appelle une fonction de transfert. Donc là, vous allez me dire, monsieur, normalement, on doit avoir le produit. C'est pas le cas, parce qu'il faut voir la propriété du système. Bien. Alors ça, chaque système, ce sont les systèmes temporels, plus précisément les systèmes temporels invariants dans le temps. C'est ce qui est important. Donc, invariant dans le temps et linéaire, pardon. Donc, je voulais dire système linéaire invariant dans le temps. D'accord? Donc, la propriété, c'est que la fonction de transfert est linéaire. Très bien. Invariant dans le temps, c'est-à-dire quand je fais une translation dans le temps par rapport à une fonction d'entrée, eh bien, je retrouve cette translation dans le temps dans la fonction finale en sortie. Bien. Donc, plutôt que de comprendre la réaction du système à une entrée quelconque et voir la sortie, comment il réagit, on va plutôt voir la réponse, c'est-à-dire le comportement de ce système, quand je mets uniquement une impulsion de Dirac. C'est-à-dire, j'ai un système, à l'entrée, je vais injecter une impulsion de Dirac. Et je vais voir à la sortie comment elle va se comporter. Donc, le principe est simple, j'injecte une impulsion de Dirac. Le système possède une fonction de transfert que j'ai nommée R. Et bien, à la sortie, c'est H de t. C'est R appliqué. Voilà, donc c'est comme une application linéaire. C'est bon? Donc, c'est l'application linéaire de l'entrée delta de t. Donc, ici, j'ai donné juste une petite allure de la sortie. Si vous voulez, je vous donne un exemple, par exemple, de système linéaire. Prenons l'exemple d'une impulsion. Ou bien par exemple d'un pendule. D'accord? Donc pour voir de plus près, ce que c'est qu'une réponse à une impulsion. Donc prenons par exemple un pendule simple. Au pendule simple, vous avez une masse qui est accrochée à un fil.
vous touchez la masse avec votre doigt, ça c'est une impulsion, parce qu'elle est brève dans le temps. Quelle est la conséquence? Il y a une oscillation. D'accord? Donc à l'entrée, vous pouvez dessiner votre impulsion. D'accord? Donc c'est une impulsion brève dans le temps. Quelle est la sortie? Eh bien la sortie, c'est une fonction périodique sinusoïdale. D'accord? Très bien. Alors maintenant, que se passe-t-il si plutôt je n'injecte pas en entrée une impulsion, mais j'injecte carrément une fonction? Par exemple, une sinusoïde. Voilà. Donc, que vaut la sortie du système lorsque l'entrée est un signal complet S de t, variable dans le temps? Donc, on sait très bien que quand j'injecte une impulsion de Dirac, j'ai une fonction de sortie h de t. Le principe de l'invariance dans le temps impose que quand mon impulsion de Dirac est décalée d'un temps, ou bien d'une valeur taux, eh bien la sortie est décalée aussi d'une valeur taux. Si je multiplie par une valeur à l'entrée, S de taux, je retrouve une sortie qui est multipliée par S de temps. Donc ça, c'est la propriété de linéarité. Si j'intègre, sachant que l'opérateur intégral est un opérateur linéaire, je fais l'intégrale S de taux fois l'impulsion de Dirac à l'instant t moins taux, ben je retrouve l'intégrale de S de taux h de t moins taux. Voilà. Donc, quelle est la première expression? Donc, c'est l'entrée S de t. La seconde expression, eh bien, c'est la sortie Y de t. C'est bon? Donc, je passe de l'entrée à la sortie. Et donc, la sortie Y de t, elle a comme expression l'intégrale de 0 à l'infini de S de taux, H de t moins taux. Donc ça s'appelle le produit de convolution qu'on note S, produit de convolution par exemple, Y de t égale S étoile. Donc là, il ne faut pas confondre l'étoile avec le produit ordinaire. Le produit ordinaire, c'est la multiplication. Ça, ici, ça s'appelle un produit de convolution. Il est défini comme un balayage des valeurs du signal par la réponse impulsionnelle, H de t, d'un système linéaire invariant dans le temps. Voilà. Très bien. Donc là, on va voir plus loin l'intérêt de ce produit de convolution. D'accord? Donc j'ai été obligé de l'introduire afin que quand je vais évoquer certaines propriétés ou bien certaines relations du spectre ou bien de l'analyse de Fourier, c'est ce qu'on va voir tout de suite, eh bien, vous ne serez pas surpris de voir quelques formules surgir de nulle part. Voilà. Donc, si on arrive à la partie la plus importante, qui est le spectre d'un signal échantillon. Voilà. Donc, quand nous avons parlé du spectre, nous avons évoqué la notion de fréquence. Et donc, le spectre d'un signal est obtenu, d'accord? Le résultat des fréquences est obtenu en appliquant l'analyse de Fourier. C'est bon? Alors, l'analyse de Fourier permet de prendre un signal variable dans le temps, l'espace-temps, et le transformer transformer en un autre signal variable en fonction de la fréquence. Donc ici, pour ne pas confondre avec vos connaissances éventuellement, la série de Fourier avec la transformée de Fourier, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, la transformée de Fourier. Donc, je vais parler bien spécifiquement. La transformée de Fourier s'applique dans le cas d'un signal périodique. C'est un signal dont l'évolution est périodique en fonction du temps. Bon. Donc là, je peux écrire mon signal dans le temps. Donc je reste dans l'espace-temps tout en décomposant mon signal en une série de coefficients multipliés par des cosinus et des sinus. D'accord? Le résultat final reste dans le temps. Bon? Voilà. Donc ici, vous avez l'expression du développement en série de Fourier. C'est A0 plus la somme de 1 jusqu'à l'infini des coefficients AN cosinus plus BN cosinus avec des multiples de fonctions. De fréquence. Sachant que la fréquence f, c'est l'inverse de la période de mon signal. Et donc, le coefficient A0 est calculé comme étant la moyenne de mon signal.
Et les coefficients à n sont calculés, donc à faire attention, donc c'est 2 sur t, l'intégrale de s de t multiplié par le cosinus de pi fnt. Et pour le pn, ça sera un sinus de pi fnt. Et donc, comme exemple, pour un peu manier votre stylo et faire un petit calcul, vous allez décomposer la fonction triangle, donc ça s'appelle la fonction triangle, définie par 2t sur la période t si petit t est compris entre 0 et t demi, d'accord, et 2 moins 2t sur t si t est compris entre t demi et t. Bon. Donc j'ai pris le soin ici de vous donner le détail du calcul. Donc vous avez le A0 c'est 1,5, le AN c'est enfin ici, à la dernière ligne c'est 2 sur n carré pi carré cosinus npi moins 1. Le Bn qui est nul, bien évident on retrouve ici la démonstration, alors, vous voulez dire la vérification des propriétés de la transformée de Fourier appliquée à la parité d'une fonction. C'est-à-dire que quand votre fonction est paire, les coefficients à n existent. Quand votre fonction est impaire, sachant que quand elle est paire, à n existe, bn est nul. Et c'est l'inverse. Quand votre fonction est impaire, les bn existent et les an sont nuls. Et donc à la fin, l'expression finale de s de t, c'est a0 plus la somme des coefficients à n multipliés au cosinus de pi fnt est égal à 1,5 plus machin cosinus de pi fnt. Voilà. Donc ici nous avons un certain cosinus npi qui vaut moins 1 puissance n en fonction de la parité de n. C'est-à-dire que si n est pair, n est nul parce que vous avez cosinus npi égale, puisque n est pair, donc c'est cosinus npi égale à 1, d'accord, 1 moins 1 c'est nul. Si n est impair, vous avez cosinus npi égale à moins 1, donc vous avez un moins 2 multiplié par 2 sur n pi carré, ça vous donne moins 4 sur n carré pi carré. Donc je peux réécrire mon signal tout en décomposant le fameux n en une écriture impaire 2k plus 1 ou bien 2n plus 1, ce qui aboutit à la fonction suivante. Voilà. Très bien. Donc ici, si vous voyez, S de t est écrit en fonction d'une somme de cosinus. Très bien. Donc, quel est l'intérêt? Bon. Donc, avant de passer à l'intérêt, j'aimerais bien que nous vérifions, d'accord, cette décomposition. Donc, ici, je vais réaliser quelques dessins, d'accord, afin de vérifier. Donc, l'objectif, c'est dessiner S de t, dessiner les différents cosinus, d'accord, en fonction de la fréquence, et ensuite faire la somme et vérifier est-ce que je retrouve mon signal original. Donc pour ce faire, je vais passer sur Excel, d'accord. Donc on va faire quelques dessins très simples, sachant que vous pouvez faire ça sur MATLAB, mais bon, c'est pas l'objectif. On va faire un TP dans une autre séance où on va faire un petit traitement de signal et d'échantillonnage sous MATLAB. Donc là, l'objectif, c'est juste de faire une petite vérification. Donc ici, je vais construire un axe de temps, t. On va partir sur une période t de, on va dire, 1 seconde. D'accord. Donc t va varier de 0 jusqu'à 1. C'est bon. Avec un pas, je vais sélectionner quelques pas, un pas très petit afin d'avoir beaucoup plus de précision lors du dessin. Donc je vais partir de 0. Le prochain pas, ça sera 0,005. Et ainsi de suite. Je vais construire toute la série jusqu'à 1. D'accord? Voilà. Donc ici, je vais aller de 0 jusqu'à 1. Hop là, voilà. Très bien. Donc là, je vais aller de 0 jusqu'à 1. Je vais construire mon signal S de t. Donc S de t est divisé en deux intervalles. De 0 jusqu'à t sur 2, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 0,5, nous avons l'expression
2t sur t, donc ça sera égal à 2 étoile petit t divisé sur la période t, c'est 1. Voilà, très bien. Voilà, donc, pardon, donc je refais de 0 jusqu'à 0,5, excusez-moi. Donc je vais aller jusqu'à 0,5. Donc ici, je pars de 0, je monte jusqu'à. Et à partir de l'instant t 0,5 jusqu'à 1, eh bien c'est l'autre expression de la fonction, c'est-à-dire reçoit 2 moins 2 petit t sur t qui est égal à 1 seconde. Et là, je repars de 1 jusqu'à... et je tombe jusqu'à 0. Très bien. Maintenant, donc je vais faire une représentation graphique. Donc il suffit d'insérer un graphique, voilà, de S de t. Excusez-moi, non, c'est pas ça. Donc je vais sélectionner déjà la série S de t pour la représenter directement. Voilà, insertion, graphique, ligne. Très bien, voilà. Donc ici je retrouve la fonction. Voilà, donc je vais la mettre par là. Très bien. Donc ici, vous avez votre fonction triangle. Bien. Ensuite, là, je vais calculer les cosinus. Donc, je vais prendre, par exemple, 4 cosinus. C'est bon? Ce sont les coefficients. Donc, si je reviens dans la vidéo, vous avez 1 demi moins 4 pi carré. Cosinus, donc, cosinus 2 pi ft, plus cosinus 3 pi ft, plus cosinus 5 pi ft, plus cosinus 7 pi ft. Donc ici, ça sera la première cosinus qui est égale à, bien sûr, voilà, la cosinus, donc égale cosinus, comme on a dit, 2 étoiles pi étoile la fréquence. Donc sachant que la période t égale à 1 seconde, la fréquence égale à 1 Hz. Donc ça sera fois 1 fois t. Très bien. Voilà. Ah, ici, il y a une erreur. Cosinus 2 pi. Ah, j'avais mis t, pardon, l'expression, excusez-moi. Et là, je vais étaler sur toute la période. Voilà, là, ce sont les valeurs de mon cosinus. Ensuite, la deuxième, ici, je vais nommer cosinus 1. Ici, cosinus 2, cosinus 3, cosinus 4. Bien. Ici, ça va être cosinus étoile, donc 2 étoiles pi étoile. Donc, comme on a dit, 2 pi ft de 3. Donc, 2n plus 1, sachant que n égale à 1, ça sera 3. Étoile, oui, la fonction pi, entre parenthèses, étoile 3, étoile t. Voilà. Et là, j'étale sur toute la période. Pareil, ça sera 5 pi 2 pi 5 ft. Reçoit cosinus 2 étoiles pi, entre parenthèses, étoile 5 étoiles t. Voilà. Et finalement, la quatrième cosinus, ça sera égal à cosinus 2 étoiles pi étoile 7 étoiles t. Voilà. Très bien. Bien. Donc là, je vais profiter pour dessiner les 4 cosinus comme ça. Vous allez voir. Donc vous allez voir les 4 cosinus qui sont à l'intérieur de mon signal. Voilà. Voilà. Donc ici, je vais remonter ce graphe. Voilà. Donc ici, je vais faire un zoom. Comme ça, vous voyez que, donc ici, vous avez la première cosinus qui est en bleu, la deuxième cosinus qui est en rouge. Donc vous voyez, c'est la période est 2 fois moins la première, la quatrième cosinus en vert et la dernière cosinus en violet. Alors maintenant, je vais construire
un S' de t dont l'expression correspond à la formule de la série de Fourier. Voilà. Donc, égal. Donc, si mes souvenirs sont bons, donc je reviens ici. C'est 1 demi moins 4 sur pi carré facteur des tout cosinus divisé. Donc, moins 4 divisé sur pi. Voilà. Pi au carré. Donc, pi divisé encore par pi. Voilà. Excusez-moi. Étoile la somme. Donc, je vois la parenthèse. Première cosinus, donc cosinus de pi ft sur 2n plus 1 au carré, sachant que n égale 0. Donc c'est là. C'est la première cosinus, elle est là. Plus la deuxième cosinus, c'est divisé sur, donc c'est cosinus 3 pi ft divisé sur 3 au carré, donc divisé sur 9. Plus la troisième cosinus, c'est en 5f, donc elle sera divisée par 5 au carré, c'est-à-dire 25. Et la dernière cosinus, ça sera le 7 au carré divisé par 49. Voilà, tout calcul fait, cette valeur. Et donc, je vais faire un étalage sur tout le temps pour dessiner le S' de t. C'est parfait. Donc là, je laisse S de t de ce côté. Et là, je vais dessiner le S' de t. Donc, je sélectionne jusqu'ici. Voilà. Et là, je vais faire une insertion. Une insertion. Voilà. Et là, je retrouve mon S' de t. Bon. Donc, si vous voyez de si près, ça correspond quasiment à mon signal S de t, avec bien sûr des petites erreurs à ce niveau-là. Bon. Donc, ça, c'est dû en fait à l'arrêt de la série. D'accord? Parce que je me suis contenté uniquement de 4 cosinus. Donc ça ressemble un petit peu au développement limité. Si vous vous rappelez au développement limité des fonctions, plus vous faites tendre votre x à des rangs plus supérieurs, plus votre erreur dans votre polynôme tend vers 0. Bon, voilà.